Bonsoir à tous, chers téléspectateurs et téléspectatrices de Diaspocam TV. J'espère que vous allez bien. Je suis le docteur Kevin Ebele et dans le cadre de l'émission, la troisième édition de Santé Hebdo, cette semaine, nous allons parler d'un sujet qui nous porte tous à cœur. Un sujet qui est le plus souvent abordé dans les médias, le plus souvent dans les médias spécialisés comme non spécialisés, mais qui revient chaque année. Ce soir, on va parler du paludisme. On va parler du paludisme et des connotations entre le paludisme et la fièvre. Alors, pourquoi j'ai décidé de parler du paludisme ce soir? Il faut savoir que le paludisme fait partie d'une longue liste de maladies, les maladies dites tropicales, et ces maladies tuent énormément. Juste à titre de comparaison, je ne sais pas si vous saviez que le paludisme, chaque année, tuait beaucoup plus que des maladies telles que le VIH. Oui, c'est très vrai ce que je dis. Vous dites peut-être que j'exagère, mais selon les chiffres émis par l'OMS, chaque année, le VIH pourrait tuer entre 250 et 300 000 personnes dans le monde, tandis que le paludisme à lui tout seul induirait chaque année pas moins de 650 000 morts dans le monde. 98% de ces morts étant répertoriés surtout en Afrique, qui est en fait, on va dire ça, le creuset du paludisme en Afrique subsaharienne et tout. Donc ce soir, on va parler du paludisme, de la relation entre le paludisme et la fièvre et surtout de la prise en charge du paludisme en milieu hospitalier et bien sûr, sans oublier comment éviter de choper le paludisme. Donc, sans plus tarder, je vous remercie déjà à tous d'être toujours aussi nombreux pour nous écouter le mercredi soir sur Diaspocam TV. J'espère que la journée s'est bien déroulée et nous sommes calés ensemble pour 1 heure aujourd'hui pour parler du paludisme. Je vais déjà vous exposer ce que j'ai préparé pour vous concernant le paludisme et suite à cela, on va procéder à la séance des questions-réponses. Donc, déjà, je voudrais demander à la régie de nous proposer une petite page publicitaire, le temps pour moi de me caler dans le décor. Donc, sans plus tarder, on se retrouve dans quelques instants. Écoute ça. Écoute encore ceci. Maintenant, je suis la batterie. Jérôme, joue les bêtises. Écoute. Tu l'as certainement remarqué, la numéro 1 de tous les temps, la lionne indomptable du Bikutsi, l'irrésistible Lady Ponce. Ah, oui. Mon caractère amoureux. Ladies and gentlemen, I present to you Lady Ponce. La star mondiale sera reçue en Côte d'Azur à Nice par la très dynamique Lazurène NKS pour la montée des marches vers l'excellence 2023. Une soirée VIP organisée chaque année par l'association Un Brin de Bonheur International pour soutenir les orphelins et enfants démunis au Cameroun. Lady Ponce vous réserve un show de grande envergure le samedi 25 mars 2023 de 20h à 5h du matin dans la salle Ecovis 06 510 Carrosse à Nice. Grand moment de distinction et remise de prix à la femme élégante 2023. Les tickets sont disponibles à 35 € seulement. Infos et réservations 06 27 51 44 15 06 29 37 15 91 07 58 71 76 34. Présentation le pape du micro Armand Jameau. Mix Party by DJ Chris, le sourire de Paris. Le 25 mars à Nice. La montée des marches vers l'excellence, c'est the place to be. Les enfants encore dit que tu... Carrefour de Pingis Night Club présente la Nuit de l'élégance, acte 2, samedi 29 avril 2023 à partir de 20h à
avec deux artistes, Chris M, à chacun sa chance. À chacun sa chance. Qui croit là? Et Mix, le gars là, elle est. Le gars, elle est. Ma chose. Prévente, 25 €. 25 €. Vente, 40 €. Attention, 300 places limitées. Les tickets sont disponibles au carrefour des binguistes. Sur la platine, DJ West, DJ Boris Montana et DJ Dosno. Info et Reza 00 324 93 28 49 60. La sécurité est garantie avec deux artistes, Chris M et Minx du Camer. Tu parles de langue, c'est que Salle Art et Déco Event, Boulevard Paul Jenson 5, 6000 Charleroi, Belgique. Alors, rebonsoir à tous et à toutes. J'espère que vous avez apprécié la page publicitaire et pour ceux qui nous rejoignent ce soir, nous parlons dans le cadre de l'émission Santé Hebdo sur Diaspocam TV du paludisme et de la fièvre. Un peu plus tôt, je vous ai dit qu'on parlerait en long et en large du palu, mais avant d'entrer de plein fouet dans l'exposé que j'ai préparé sur le paludisme, j'aimerais quand même faire une petite distinction, apporter apporter une petite différence, vous faire un petit peu comprendre la nuance entre le paludisme et la fièvre. Pourquoi je vais faire ce petit distinguo? Vous allez remarquer, il y a beaucoup de gens qui, le plus souvent, quand ils ne se sentent pas bien, ils chauffent un petit peu, ils vous disent j'ai le palu. Mais en fait, quand ils vous disent j'ai le palu dont ils parlent n'est pas forcément le paludisme, c'est en fait l'élévation de leur température qu'ils considèrent comme étant le palu. Du coup, aujourd'hui, je vais vous faire comprendre la notion de palu et la notion de fièvre parce que c'est pas la même chose. Faire de la fièvre, c'est avoir la température du corps qui est au-dessus de la normale. Alors que avoir du paludisme, c'est être infecté par le germe du paludisme et qui induit des symptômes. Donc, le paludisme est une maladie, tandis que la fièvre est un symptôme. Donc, il faut plus faire l'amalgame entre le paludisme et la fièvre désormais. Si vous faites de la fièvre, si vous chauffez, vous avez des frissons, il faut dire que vous faites de la fièvre et non que vous avez du palu. Si vous avez du palu, ça veut dire que vous avez consulté un médecin qui vous a demandé, par exemple, des examens. Et au décours de ces examens, il s'est avéré justement qu'effectivement, vous étiez porteur du germe du palu et donc vous faites la maladie et vous devez être traité. Donc, pour clôturer sur cette page-là, le palu est une maladie, tandis que la fièvre est un symptôme. Donc, désormais, il ne faut plus parler de paludisme ou encore ne dites plus je fais le palu ou j'ai le palu quand vous faites de la fièvre. Si vous avez une température plus élevée que la normale, ça veut dire que vous faites de la fièvre. Donc, on va maintenant parler du palu parce que c'est très important d'en parler. Pourquoi c'est important d'en parler? C'est important d'en parler parce que dans le contexte camerounais en particulier et dans le contexte africain en général, le paludisme représente chaque année environ 240 millions de personnes atteintes par cette maladie. Et dans ces 240, et pour être beaucoup plus précis, c'est environ 249 millions, donc 250 millions d'Africains qui chaque année font le paludisme. Et dans ces 250 millions d'individus, il y en a entre 600 et 680 qui décèdent chaque année du paludisme, mais ce n'est pas de toutes les formes de paludisme. Parce qu'il faut savoir qu'il y a deux formes de paludisme. Il y a le paludisme simple et le paludisme grave. Les deux ne se prennent pas en charge de la même façon. Les deux ont presque les mêmes symptômes au début, mais le paludisme grave, lui, il a des symptômes un petit peu plus sévères qui, justement, lorsqu'ils ne sont pas pris en charge, peuvent conduire au décès de l'individu. Donc, déjà, c'est quoi le palu?
C'est une maladie infectieuse, tout simplement. C'est une maladie infectieuse qui est transmissible de manière... elle n'est pas contagieuse. Elle se transmet juste par la piqûre d'un insecte qu'on appelle Anophèle femelle. Vous l'avez tous appris, je pense, à l'école primaire, mais c'est important de le rappeler quand même. Donc, à la suite de la piqûre de cet Anophèle, l'Anophèle va injecter à l'intérieur de l'organisme des petites cellules qui vont aller se loger dans le foie. Et lorsqu'elles seront logées dans le foie, elles vont continuer à se multiplier et à maturer. Au bout d'un moment, ce qui va se passer, c'est que elles vont faire éclater les cellules du foie et augmenter leur fréquence et leur cadence de multiplication. À partir de ce moment, elles vont infester l'intégralité de l'organisme et faire donc en sorte que les différents organes manifestent les symptômes du paludisme. Si vous avez compris ça, vous avez grossièrement compris le palud. Et vous avez également compris que si vous voulez éviter de vous retrouver dans une phase de paludisme grave, il est important de vous faire prendre en charge très rapidement lorsque vous faites un paludisme simple. C'est-à-dire lorsque vous ressentez les premiers symptômes du paludisme, il est important et très impératif même d'ailleurs. Donc, il est très important d'ailleurs de vous faire prendre en charge dans ce genre de situation. Comme je vais l'expliquer un petit peu plus tôt, il y a deux types de paludisme, le paludisme simple et le paludisme grave. Le paludisme simple est juste un accès palustre. Vous allez avoir des signes et symptômes très légers du palud, notamment des frissons, des maux de tête. Les frissons, c'est juste une sensation de froideur dans l'organisme, des légers maux de tête. Ils peuvent être accompagnés ou non de douleurs aux articulations, mais le plus souvent, c'est juste des frissons et des maux de tête. Quand vous ressentez ces symptômes, dirigez-vous le plus rapidement possible dans une structure hospitalière pour qu'on vous fasse un test du palud. Et au décours de ce test du palud, ce qui va se passer, c'est qu'on va vous mettre on va vous mettre sous traitement par rapport à ce paludisme-là. Si vous ne prenez pas en charge un paludisme simple, il va virer vers le paludisme grave. Et lui, son traitement est plus coûteux, plus lent, demande des molécules plus puissantes et les chances de réussite du traitement sont moins importantes par rapport à un paludisme simple. Et bien évidemment, les risques de mortalité liés à ce paludisme grave sont beaucoup plus élevés par rapport à un paludisme simple. C'est pourquoi il est important de comprendre déjà la notion et le distinguo entre un paludisme simple et le paludisme grave. Et j'appuie également à ce niveau-là pour vous expliquer pourquoi la grande majorité des gens qui voyagent de l'étranger pour l'Afrique reviennent en général avec des médicaments contre le paludisme. Parce qu'il faut comprendre que le paludisme est une maladie dont le germe va préférentiellement se cacher dans le foie. Une fois dans le foie, il va se multiplier et c'est quand il se multiplie en excès qu'il fait éclater les cellules du foie, comme je l'ai dit un peu plus tôt. Et c'est à ce niveau-là qu'il faut agir et c'est pourquoi les gens qui voyagent depuis l'étranger pour l'Afrique en général reviennent avec dans leur bagage des médicaments contre le palud. Parce qu'on se dit, puisque eux, ils ne vivent plus en zone endémique, c'est-à-dire où il y a une forte concentration de moustiques susceptibles d'induire le palud, leur réserve parasitaire du paludisme est presque nulle, c'est-à-dire ils n'ont presque plus de cellules, on va dire ça simplement comme ça, de cellules liées au paludisme dans le sang. Du coup, s'ils sont en contact avec des moustiques, automatiquement, la moindre infestation par ces moustiques-là peut induire chez eux directement un paludisme grave sans passer par le paludisme simple parce que leur réserve parasitaire est nulle, vu qu'ils vivent dans des zones où il n'y a pas de paludisme. Quand tu quittes d'un endroit où tu n'as pas de paludisme, où il n'y a pas de paludisme, ta réserve parasitaire est égale à 0. Quand tu reviens en Afrique, automatiquement, lorsque tu te fais piquer par des moustiques, cette réserve parasitaire augmente de manière exponentielle et en flèche. Si tu ne prends pas un antipaludéen très rapidement ou tu n'as pas un traitement préventif du palud, tu ne vas pas passer par la case paludisme simple si tu es un benguiste, tu vas directement passer à la case paludisme grave. Et c'est ça en général qui vous fait... il y a des empoisonnements, c'est vrai. Il y a des empoisonnements, il y a tout ce que vous pouvez imaginer, mais parfois, c'est également ces petites choses que les benguistes oublient et qui font en sorte qu'ils se retrouvent en train de choper des maladies dont il est difficile de se faire soigner en milieu camerounais si jamais vous avez une réserve parasitaire nulle. Vous allez voir des gens qui étaient au Cameroun en vacances, ils ont passé des vacances sans aucun souci. En rentrant dans leur pays d'accueil, ce qui se passe, c'est qu'ils développent parfois des symptômes au bout de 2-3 jours. On ne sait pas ce qui se passe, on commence à crier, gars, au village, on l'a empoisonné, on l'a marabouté, on l'a glacé, comme disent les Ivoiriens. Mais en fait, il a juste son palud. Mais comme à l'étranger, ces maladies sont des maladies orphelines, c'est-à-dire il n'y a presque pas de cas de ce genre, tout simplement parce que ce sont des maladies qui n'existent plus. Les patients qui sont testés positifs à ces maladies sont des patients qui viennent de zones tropicales. Ils n'ont pas la facilité de diagnostiquer ces maladies. N'ayant pas la facilité de la diagnostiquer, automatiquement, ils n'ont pas également le plateau technique pour prendre en charge ces maladies. Parfois, ils sont obligés de dépêcher des avions ou des hélicoptères en Afrique pour pouvoir acheter des médicaments qui vont aider à la prise en charge de ces maladies. C'est pourquoi vous voyez beaucoup de gens, en revenant d'Afrique ou de pays tropicaux, d'Amérique du Sud et tout ça, font des maladies du type paludisme dans leur pays d'accueil.
Donc ça, c'était une parenthèse. C'est pourquoi vous voyez la majeure partie des gens qui vivent en Occident, lorsqu'ils arrivent en Afrique, ils reviennent toujours avec des médicaments préventifs du paludisme. C'est en fait ça. Donc, si vous avez compris la notion, le distinguo entre le paludisme et la fièvre, vous avez compris qu'il existe deux types de palud, un paludisme grave et un paludisme simple, vous avez tout compris du palu. Et c'est important de comprendre le palu parce que c'est une maladie qui tue beaucoup. Elle tue beaucoup plus que le VIH. Elle tue beaucoup plus que le cancer. Elle tue beaucoup plus que la grande majorité des maladies cardiovasculaires, que ce soit l'hypertension ou encore l'insuffisance cardiaque. Chaque année, je le rappelle pour ceux qui n'étaient pas là au début de Santé Hebdo cette semaine, chaque année, environ 650 000 personnes décèdent du paludisme. Et ça, je parle des chiffres de 2022. Il y a 5 ans, il était question de 450 000 individus. Il y a 5-7 ans, 450 000 individus qui décédaient du paludisme chaque année. À l'heure actuelle, nous en sommes à 650 000 chaque année. Et préférentiellement en Afrique, 98% des décès liés au paludisme, c'est en Afrique. Donc, c'est une maladie qui nous concerne tous. C'est pourquoi la prise en charge du palu doit être connue de tous, sans exception, que vous soyez du corps médical ou pas. Et c'est pourquoi c'est important de venir chaque semaine, justement. C'est pourquoi c'est important, justement, chaque semaine de venir sur les éditions de Santé Hebdo, histoire d'être au fait, justement, des actualités santé, d'être au fait des maladies, comprendre comment prendre en charge ces maladies pour vous prémunir de toutes complications liées à cette maladie. Maintenant, quels sont les symptômes du palu? Je les ai cités un petit peu plus tôt. Le maître symptôme du palu, c'est la fièvre. Mais seulement, il faut pas tout mélanger. Toute infection dans l'organisme va induire de la fièvre. Si vous faites une infection urinaire, vous ferez de la fièvre. Si vous faites une infection pulmonaire, vous ferez de la fièvre. Une infection digestive, vous pouvez faire de la fièvre ou non. Même des IST, il y en a qui induisent de la fièvre. Donc, c'est pas parce qu'on fait de la fièvre que ça veut dire qu'on fait du paludisme. Mais qu'est-ce qui différencie dans les autres infections du paludisme? C'est la deuxième liste de symptômes qui est propre au paludisme. Le deuxième maître symptôme du paludisme, ce sont les maux de tête, les céphalées, comme on les appelle communément. Le troisième maître symptôme, ce sont les douleurs articulaires ou musculaires. Mais maintenant, parfois, il y a une confusion entre la fièvre, les douleurs articulaires ou musculaires et la typhoïde. Parce que ça également, ce sont des symptômes qui sont induits par la fièvre typhoïde ou salmonellose. Mais maintenant, quelle est la différence entre la salmonellose et le paludisme? C'est non seulement l'intensité de la fièvre, mais en plus de cela, des douleurs musculaires d'une intensité inférieure à celle de la typhoïde. Dans le cadre du paludisme, vous faites de la fièvre, mais la fièvre est beaucoup plus importante que dans le cadre d'une fièvre typhoïde. Si vous faites une fièvre à 39, 39,5, voire 40, il n'y a pas de discussion à ce niveau, c'est un paludisme jusqu'à preuve du contraire. Si vous faites une fièvre à 37,5, 38, 38,5, ça peut être du paludisme, comme ça peut être du paludisme simple, comme ça peut être de la typhoïde ou toute autre infection qui est peut-être en phase d'attaque. Donc, c'est pourquoi c'est important. Pour récapituler, je pense que la vidéo comportant les symptômes du paludisme est en train d'être proposée par la régie. Donc, à l'intérieur, vous avez des maux de tête, des céphalées, des douleurs articulaires et musculaires. Vous avez également des nausées, ça peut également arriver. Vous avez également des frissons, parfois de la fièvre. Vous avez également à l'intérieur des vomissements qui peuvent être induits par votre paludisme. C'est en fait une réponse de votre organisme à un état de mal-être qui pousse à ce que votre organisme induise des vomissements. En dehors de ça, il y a également d'autres symptômes parce que c'est pas tout. Ces autres symptômes peuvent être notamment une insuffisance rénale, mais ça, c'est le corps médical qui va diagnostiquer ça parce que oui, le paludisme peut induire une insuffisance rénale. Dans le même ordre d'idée, le paludisme peut induire une anémie. Donc, si vous avez des anémies à répétition, faut pas aller crier sur le grand-père qui est au village. Il peut n'avoir rien fait. Ça peut être juste votre paludisme qui est mal traité ou qui n'est pas traité du tout et qui induit des anémies à répétition. Tout ce qu'il y a à faire, c'est faire un test du paludisme associé à un hémogramme. À l'intérieur de l'hémogramme, on va comprendre de quoi il est question, associé à votre test du paludisme et en fonction de la charge parasitaire de votre paludisme, on pourra poser un diagnostic et par la suite vous proposer une prise en charge adéquate par rapport à cela. Donc, si vous avez compris ça, c'est déjà très important. Maintenant, en ce qui concerne la prise en charge du paludisme, il faut savoir que la prise en charge du paludisme dépend du type de paludisme que vous faites. Le paludisme simple a une prise en charge et elle est essentiellement par voie orale des comprimés. Je ne vais pas citer les noms ici, vous les connaissez mieux que moi, en commençant par la chloroquine qui a fait un tabac durant la phase du Covid-19, qui n'est pas encore fini, donc continuez à vous protéger, portez vos masques, lavez les mains régulièrement et évitez les gros regroupements et tout ça. Vous connaissez ces mesures mieux que moi sans doute. Donc, c'est important de le savoir. Il y a des médicaments comme la chloroquine, la quinine, du plaquenil, des médicaments de ce type-là. Vous avez également, de manière commune, des médicaments comme le Malacur, le Bimalaril, le Coartem,
du cambiar, tout ce que vous pouvez imaginer, tout ce que vous connaissez en pharmacie. Ça, ce sont des traitements qui sont essentiellement indiqués pour le paludisme simple. Si vous faites du paludisme grave, ces médicaments n'agiront pas. Et comment faire la distinction entre le paludisme simple et le paludisme grave? En fait, on n'avait pas besoin de comprendre comment faire la différence entre les deux, tout simplement parce que si vous faites du paludisme grave, vous saurez que vous faites du paludisme grave vu que l'intensité des symptômes sera beaucoup plus élevée que dans le cadre d'un paludisme simple. Donc, avant de continuer, j'aimerais que la régie nous propose quelques commentaires et avis qui sont disposés par nos chers internautes dans ce direct. Je ne sais pas si la régie est déjà prête par rapport à ça pour nous proposer quelques réactions de notre cher public, qui je remercie déjà d'être toujours aussi nombreux à nous suivre sur Diaspora TV. Oui, bien sûr. Bonsoir, Dr Kevin. Bonsoir à tous ceux qui nous suivent ce soir. Donc, il y a quelques réactions. On va commencer par Gauthier Mbom qui nous passe au bonsoir. Lutin Martin, bonsoir à tous. Elessa Franck, bonsoir tout le monde. Jenny qui regarde. Joji Pelaria, bonsoir Franck. Gattuso Tchatchoua, bonsoir. Diaspora TV depuis le Cameroun et Paris. Bonsoir Dr Kevin Ebele. Toujours la part de Gattuso. Bonsoir à tous. Donc voilà toutes les réactions pour le moment. Il n'y a pas de questions véritables. D'accord. Donc, bonsoir déjà à tous ceux qui ont daigné bien vouloir nous accorder 1 heure de leur temps ce soir. J'espère que vous êtes bien calés parce que Diaspora TV, c'est également ça. On parle de culture, on parle de football, mais on parle également de santé parce que la santé, c'est important hein, pour que vous puissiez continuer à boire vos ruinards et vos veuves cliquants. Il faut être en santé, hein, monsieur Franck Ebele. Il faut bien être en santé. Tout à fait, c'est très important. Donc voilà, pour vous éviter donc de faire du palu désormais, il est question ce soir pour ceux qui nous rejoignent de savoir ce que c'est que le palu, de faire la distinction entre le paludisme et la fièvre, et surtout de comprendre quels sont les symptômes du paludisme afin de reconnaître le paludisme chez quelqu'un ou chez vous-même, et bien sûr de comprendre comment faire pour prendre en charge le palu. Pour ceux qui étaient déjà là, nous avons parlé de la distinction entre le palu et la fièvre. Le paludisme est une maladie, tandis que la fièvre est un symptôme. Ensuite, on a dit qu'il y avait 2 types de paludisme, le paludisme simple et le paludisme grave. Le paludisme grave étant beaucoup plus intense et beaucoup plus nerveux que le paludisme simple, et il est beaucoup plus mortel que le paludisme simple. C'est pourquoi il est important de soigner son palu, parce que quand vous faites du paludisme simple, si vous le soignez, vous évitez de vous retrouver en train de faire un paludisme grave. Et pourquoi il est important de faire tout ça? Parce que le paludisme est une maladie qui tue. En moyenne, 600 à 650 000 décès chaque année liés au paludisme, et préférentiellement en Afrique, et pire, préférentiellement chez les enfants de 0 à 10 ans. Plus de 70% des décès liés au paludisme sont des enfants de 0 à 10 ans. Le reste étant des adultes d'âge divers et variés. Donc, c'est un petit peu ça. Maintenant, en ce qui concerne également la prise en charge du paludisme, nous étions en train de parler tout à l'heure du fait que les molécules telles que le plaquenil, la chloroquine, la quinine, la nivaquine, ou encore le malacure, ou encore le coartem, le combia, le coarinate, tout ce que vous pouvez imaginer, le bimalaride et tout ça, étaient des molécules qui étaient indiquées pour la prise en charge du paludisme simple. Mais en ce qui concerne le paludisme grave, la prise en charge est essentiellement par voie parentérale, c'est-à-dire par le biais des injections. Il y a 3 lignes de prise en charge injectables pour le paludisme grave. Et ces lignes-là sont proposées par l'OMS. C'est pas moi qui décide de ces lignes. Avant, la première ligne était constituée de la quinine associée à d'autres adjuvants. Ensuite, la quinine est passée en 2e ligne. Et désormais, la quinine n'est même plus à la 3e ligne, elle est carrément à la 4e ligne. Pourquoi? Parce que la quinine induit beaucoup d'effets secondaires. C'est pourquoi il est désormais recommandé de ne même pas en user dans la prise en charge du paludisme. Non seulement il y a des effets secondaires, mais en plus, la quinine a été impliquée dans un grand nombre de malformations congénitales chez des enfants issus de mamans qui ont fait du paludisme soignés par la quinine durant leur grossesse. Donc, c'est important de le savoir. Si vous êtes enceinte, si vous avez une femme enceinte, une tante enceinte, une amie enceinte, et qui fait du paludisme, qui a été officiellement déclaré paludique, par le biais d'une goutte épaisse ou d'un test rapide de dépistage du paludisme. Si on veut la prendre en charge, il faut bien stipuler que vous ne voulez absolument pas qu'on la prenne en charge avec de la quinine, parce qu'il y a des risques de développement de malformations congénitales chez l'enfant, notamment l'autisme et tout un tas d'autres choses. Donc, c'est important de le savoir. Dans ce cas, comment prendre le paludisme en charge en cas d'un paludisme simple? Tout simplement, grâce à une molécule miraculeuse et révolutionnaire qui porte le nom d'artésunate. C'est une molécule récente qui a été introduite dans les années, je pense, 2015 et qui justement permet de prendre en charge le paludisme grave. Donc, je ne sais pas si la régie peut nous proposer une petite page publicitaire, le temps que je vous propose une petite capture qui va récapituler un petit peu de manière globale cette prise en charge-là. La régie, merci.
Écoute ça. Écoute encore ceci. Maintenant, ajoutez la batterie. Jérôme, chou les bêtises. Écoute. C'est bisous, maman, son et le tour. A touché le galet. Alors, j'espère que vous avez apprécié cette page publicitaire qui était très intéressante, très enrichissante. Je vous invite, pour ceux qui viennent d'arriver, justement, de partager ce live, histoire d'ameuter le maximum de monde possible, parce que la santé, c'est pour tous, hein, c'est pas uniquement pour ceux qui sont présents durant ce live. Donc, partagez au maximum, ramenez vos amis, vos membres de famille et tout ça, vos conjoints, vos conjointes et consorts. Partagez au maximum. Abonnez-vous à la page Diaspocom TV. Et pour ceux qui n'étaient pas là la semaine dernière, je vous ai fait part du fait qu'il y avait des promotions qui sont proposées justement par le biais et par la voie de Diaspocom TV dans un centre de santé qui se trouve dans la ville de Douala. Du coup, tous ceux qui sont adhérents à la page Diaspocom TV, si vous êtes intéressé par des prestations de santé, passez par la messagerie de Diaspocom TV, histoire de bénéficier de promotions allant jusqu'à 70% sur la quasi-totalité des examens qui sont proposés dans le centre médical en question. Donc, vous vous rapprochez du standard de Diaspocom TV et grâce à Diaspocom TV, vous aurez jusqu'à moins 70% sur tous les examens que nous proposons. Pour ceux qui viennent de nous rejoindre, ce soir, on parle du paludisme et de la fièvre. On a fait le distinguo déjà entre le paludisme et la fièvre. On a parlé des différents symptômes du paludisme et on a défini le paludisme. On a expliqué pourquoi il était important de comprendre le paludisme et de comprendre la prise en charge du paludisme. C'est parce que c'est un enjeu vital. Un enjeu vital, pourquoi? Tout simplement parce que chaque année, 650 000 personnes décèdent en Afrique du paludisme. C'est énorme. C'est beaucoup plus que le VIH parce que le VIH, chaque année, si on fait un décompte réel, c'est entre 250 et 300 000 individus qui en décèdent chaque année. C'est déjà beaucoup. C'est pas pour dire que le VIH ne tue pas assez. C'est déjà beaucoup. Mais le paludisme tue beaucoup plus que le VIH. C'est pourquoi c'est important de comprendre le paludisme, de savoir reconnaître le paludisme et surtout de bien prendre en charge le paludisme. Un peu plus tôt, je vous ai expliqué les raisons qui poussaient justement à éviter d'utiliser la quinine chez les femmes enceintes, justement liées au fait que la quinine induisait chez les femmes enceintes beaucoup de malformations congénitales dans les enfants qu'elles portaient. Et voilà. Donc, il est important de comprendre les lignes de prise en charge du paludisme. En ce qui concerne le paludisme simple, c'est un traitement médicamenteux par voie orale, tandis que pour le paludisme grave, c'est essentiellement des injections. En première ligne, c'est de l'artésunate qui est dosé en fonction de votre poids. Cet artésunate se prend comment? Uniquement en milieu hospitalier et c'est par intraveineuse. On ne peut pas vous piquer ça à la maison parce qu'il faut un suivi, une surveillance, un accompagnement durant la procédure de prise en charge. Il y a parfois des réactions, il faut que le personnel soignant soit au fait de ces réactions. C'est pourquoi c'est important de comprendre que ce sont des médicaments qui se prennent en milieu hospitalier. Donc, il est dosé en fonction de votre poids. Supposons par exemple que vous fassiez 80 kilos. Je vais prendre un exemple simple. Pour comprendre le dosage de l'artésunate pour votre poids, c'est tout simplement 2,4 multiplié par votre poids, 80 kilos. Ça veut dire que vous devez prendre 192 mg d'artésunate par dose. Et cette 192 mg se prennent 3 fois, répartis en 3 prises, étalées sur 12 heures. Si vous vous faites piquer, par exemple, à 8 heures du matin, la prochaine prise de médicament se fera tout simplement 12 heures plus tard. 12 plus 8, ça fait 20 heures. Donc, si vous faites piquer votre première dose d'artésunate, c'est à 20 heures que vous prendrez la deuxième dose et à 8 heures le lendemain matin que vous prendrez la troisième dose. Ça, c'est pour l'artésunate. C'est très simple. La deuxième ligne
qui a été proposé par l'OMS est constitué de l'artéméter-luméfantrine associé à d'autres adjuvants. Cet artéméter est de moins en moins utilisé parce que lui également induit des malformations congénitales chez l'enfant en cas de prise chez la femme enceinte. C'est pourquoi il est recommandé aujourd'hui de n'utiliser que de l'artésunate dans le cadre de la prise en charge du paludisme grave chez la femme enceinte et aussi bien chez tout le monde. Que ce soit chez l'enfant, que ce soit chez l'adulte ou la femme enceinte, l'artésunate est la molécule de prédilection et c'est celle que je voudrais que vous reteniez dans cette édition de Santé Hebdo ce mercredi soir. Donc, je ne sais pas s'il y a déjà des questions dans la zone des questions. Je vais faire un bref récapitulatif de ce dont on a parlé ce soir. Ensuite, on procédera à la séance de questions-réponses. Donc, pour ceux qui viennent de nous rejoindre, on parle ce soir de paludisme et de fièvre et je voudrais que désormais vous ne disiez plus que voilà, vous faites du palu quand vous faites de la fièvre parce que le paludisme est une maladie qui se diagnostique par le biais d'un examen sanguin, tandis que la fièvre est tout simplement une élévation de votre température. Il faut comprendre également qu'il y a deux types de paludisme, le paludisme simple et le paludisme grave. La différence étant que le paludisme grave a des symptômes qui sont beaucoup plus intenses que le paludisme simple. Et ces symptômes étant la fièvre, chiffrée en moyenne entre 39 et 40, mais ensuite des douleurs articulaires ou musculaires, mais encore des maux de tête associés à ça, des vomissements, parfois même de la toux. Donc tout ça, ce sont des signes et symptômes du paludisme. Vous pouvez également avoir des douleurs abdominales qui sont induites justement par une réponse de votre organisme à l'état de mal-être causé par le paludisme. Tout ça, ça fait partie des signes et symptômes du paludisme qu'il ne faut surtout pas confondre avec d'autres infections. Parce que toute infection induira de la fièvre chez vous. Mais la différence entre le paludisme et les autres infections, c'est l'intensité de la fièvre et la présence ou non des autres symptômes que je viens de citer. En ce qui concerne la prise en charge, je vous ai dit un petit peu plus tôt, toutes les molécules sous forme comprimée sont recommandées dans le cadre de la prise en charge du paludisme simple, tandis que la prise en charge du paludisme grave est essentiellement par voie injectable. Donc, sans plus tarder, on va procéder à la phase de questions-réponses. J'espère qu'il y en a assez. J'ai envie de transmettre du savoir ce soir à la régie. Alors, oui, moi j'ai personnellement une question. Ah, c'est une soirée exceptionnelle. Ah Le oui, tout promoteur à de fait. Diaspora TV et de Diaspora en général a une J'en question. pose parce que j'étais un enfant très malade. J'étais paludéen quand je vivais au Cameroun. Voilà, c'est une maladie qui m'a traumatisé. Alors, ma première question est de savoir pourquoi le palu est plus virulent chez les enfants. Alors, très bonne question. Le palu est beaucoup plus virulent chez les enfants, tout simplement à cause du fait que les enfants, lorsqu'ils viennent au monde, jusqu'à 3, voire 5 ans, ont des organes qui sont encore immatures. Quand un enfant vient au monde, tous ses organes ne sont pas encore totalement prêts à l'emploi, on va dire ça comme ça. Il y a parmi les organes immatures le foie, le cerveau, les reins et le cœur qui continuent leur développement en mode extra-utérin. Donc, au fur et à mesure que l'enfant grandit, ce qui se passe, c'est que ces organes prennent du volume, se différencient encore plus et améliorent leur capacité à supporter les modifications qui sont inhérentes à l'état de stabilité du corps humain. Dans le cas des enfants, ce qui se passe, c'est que leur foie est encore immature, ce qui fait qu'il a du mal à contenir la très forte charge qui est induite par la pénétration des parasites qui causent le paludisme. C'est ça pourquoi le paludisme est beaucoup plus virulent chez les enfants. En plus du foie qui est immature, il y a également le fait que le système immunitaire des enfants est encore extrêmement faible. C'est au fur et à mesure qu'ils grandissent que leur système immunitaire s'acclimate au milieu dans lequel ils vivent et commencent à développer des cellules qui ont pour but de justement lutter efficacement ou plus efficacement contre les maladies. Donc, il y a deux raisons qui expliquent pourquoi les enfants sont plus sujets à faire du paludisme. La première est que leur foie est immature et la deuxième étant que leur système immunitaire est encore très faible. Donc, c'est un petit peu ça. Ok, je comprends mieux. Je comprends beaucoup mieux. Alors, ma deuxième question. Je vais d'abord lire quelques réactions que j'ai vues ici. Maître Gims. Ah, il y a même Maître Gims qui nous suit. Édifiant. Édifiant, j'encourage. Lopez Tiako. Donc ça, c'est Ornella depuis le Cameroun. Qui dit bonsoir tout le monde. Alors, Franck Elessa, pourquoi ne retrouve-t-on plus le paludisme en Europe?
Voilà, ça c'est une très bonne question que j'aurais Une aimé très bonne savoir. question, mais pour répondre à cette question, je risque d'apporter et d'attirer beaucoup d'ennuis à Diaspocam TV parce que la réponse à cette question est d'ordre politique. Je m'explique. Dans les années 1500 à 1800, il y avait des moustiques qui induisaient également le paludisme en Europe, hein. Ne pensez pas que les Européens se sont conçus en 2 jours. Ce sont des gens qui y sont allés de manière progressive, parfois au péril et au risque de beaucoup de vies, en massacrant beaucoup de vies, mais on voit à quoi leur environnement ressemble aujourd'hui. Ce sont des gens qui ont massivement investi dans la santé. Ce sont des gens qui ont mis en place d'énormes quantités de moyens pour justement endiguer la prolifération des moustiques. Je vais prendre un exemple simple. Récemment, c'est très récent en plus. Je pense en 2019 ou 2020, il y avait une recrudescence du développement des moustiques tigres, quelque chose comme ça, dans le sud de la France. Ce qui s'est passé, Les moustiques tigres, ouais, il y en a les beaucoup. moustiques tigres. Ouais. Et effectivement, ce qui s'est passé, c'est quoi? Les pouvoirs publics ont mis en place des mesures drastiques de pulvérisation d'insecticides et de produits qui avaient pour but de spécifiquement détruire ou encore annihiler la lignée des moustiques tigres. Et c'est ça qui a fait en sorte qu'il y ait une régression de la population de moustiques tigres dans le sud de la France. La réalité, c'est que dans nos pays africains, il y a une grande disparité entre ce que l'État est en mesure de faire et ce dont les populations ont besoin. Et là, je le dis, c'est pas pour tirer sur le gouvernement d'un pays en particulier. Donc, l'idée ici n'est pas de tirer sur un gouvernement ou un pays, mais de vous faire comprendre que ce sont des politiques qui sont mises en place au plus haut niveau de l'État dans d'autres pays qui ont permis justement à ce que certaines maladies n'existent plus. Je vais prendre un autre exemple pour vous illustrer mieux la chose. Par exemple, dans le sud des États-Unis, les États comme la Louisiane ou la Louisiane, effectivement, la Louisiane ou encore le Nouveau-Mexique, il y a encore des poches de résistance du paludisme dans ces zones-là. Parce que ce sont des zones qui sont un petit peu abandonnées par les pouvoirs publics. Par exemple, l'ouragan Katrina avait complètement dévasté la Louisiane. Il a fallu combien de temps après pour que le gouvernement central américain envoie les hélicoptères, les ceci, les cela, ou dépêche encore tout ce qu'il faut pour pouvoir secourir les populations. Il a fallu quelque chose comme 1 à 2 semaines. Ça a fait un tollé dans les années 2005. Donc, c'est pour vous faire comprendre un petit peu ce qui se passe. C'est une question de gouvernance. Il y a des pays qui sont mieux gouvernés que d'autres. Il y a des pays qui ont plus de moyens que d'autres. C'est pourquoi vous allez voir dans des pays européens, il y a certaines maladies qui n'existent plus parce que les pouvoirs publics dans ces pays ont mis en place des politiques et ont mis sur la table des moyens qui ont justement permis de lutter contre ces maladies, de les éradiquer de manière définitive. Il y a des maladies qui n'existent plus en Occident. Le choléra, la poliomyélite, ce sont des maladies qu'on ne connaît plus en Occident. La tuberculose n'existe presque plus dans l'Europe de l'Ouest. Elle existe encore dans certains pays de l'Europe de l'Est, notamment l'Albanie. Ça a été récemment épouvanté dans les médias. Donc, c'est un petit peu ça. C'est une question de gouvernance. Ça n'a rien à voir avec le fait que l'Afrique soit maudite ou pas. Non, absolument pas. C'est une question de gouvernance. Si les pouvoirs publics de certains pays mettaient sur pied des politiques de lutte contre des maladies, comme ces pouvoirs publics ont mis en place des politiques de lutte contre le VIH, c'est que ces maladies n'existent plus dans ces pays-là. Parce qu'on parle massivement du VIH au Cameroun et en Afrique. On investit massivement dans la prise en charge des patients porteurs de VIH en Afrique et au Cameroun. On investit massivement dans la prévention du VIH et tout ça dans les pays d'Afrique et du Cameroun. C'est pourquoi vous allez voir des campagnes de distribution de préservatifs gratuits, des campagnes de dépistage gratuites un peu partout, ici et là. On investit massivement dans le VIH. Si les pouvoirs publics investissaient autant dans le paludisme et les autres maladies orphelines, ces maladies n'existeraient plus en Afrique. Donc, j'espère avoir répondu à la question de M. Franck Elissa. Voilà, très bien. Alors, j'ai une question encore. Pourquoi est-ce que le paludisme n'est pas soigné en France, par exemple? Bon, la réponse est dans la question, en fait. Et ça va un petit peu dans la droite ligne de la réponse que j'ai donnée à Franck Elissa un petit peu plus tôt. Le paludisme est en Occident, en général, et en France en particulier, ce qu'on appelle une maladie orpheline. Les maladies orphelines sont des maladies, en fait, sur lesquelles les pouvoirs publics ne s'appesantissent pas trop, compte tenu du fait que leur incidence est très faible. Si on prend un échantillon de 1000 Français ou de 1000 personnes vivant en France, la probabilité pour que des personnes soient infectées ou du moins soient porteuses ou manifestent les signes et symptômes du paludisme dans ces 1000 personnes est de l'ordre de peut-être 1 ou 2 patients. Du coup, les pouvoirs publics ne vont pas investir dans une maladie qui n'a pas une forte incidence. C'est de l'argent qu'on jette à travers les fenêtres.
Et Ouais. la réalité étant que la grande majorité de ces patients qui sont justement porteurs du paludisme et qui vivent là-bas sont des gens qui parfois viennent récemment de pays tropicaux dans lesquels ils ont été infectés par la maladie. Donc, c'est la raison pour laquelle ça ne se soigne pas en France. C'est pas qu'ils ne savent pas soigner ou ils ne peuvent pas soigner. Ce sont des maladies orphelines dont l'incidence est très, très, très basse, voire même inexistante. C'est la raison pour laquelle ils n'ont parfois même pas à disposition les molécules pour la prise en charge de ces maladies-là. C'est un petit peu ça. Ouais, c'est plutôt évident. Alors, j'ai une autre question. Il est très Serait-il inspiré ce possible... soir, hein, le promoteur du Diaspora comme Oui, non, mais c'est parce que c'est un sujet qui me passionne. Hein, je le disais tout à l'heure, j'étais un enfant très malade quand j'étais au Cameroun. J'étais paludéen. Alors, le palu m'a beaucoup dérangé quand j'étais gamin. D'accord. Alors, et aujourd'hui, justement, il y a beaucoup de réponses que je n'avais pas avant, que je suis en train de comprendre ce soir. Donc, je veux continuer à comprendre. Alors, serait-il possible que le fait d'être très souvent soigné du paludisme, tu nous parlais tout à l'heure des injections, tous ces batteries de soins, serait-il possible qu'avec le temps, à force d'avoir ces soins et en grandissant, que tous ces soins-là nous fortifient plutôt nos défenses immunitaires? On t'entend plus. La question est très intéressante. La question est très intéressante. Et la réponse est toute simple. Il faut savoir qu'il y a 3 catégories de germes. Les germes, ce sont des micro-organismes qui induisent des maladies. Il y a 3 catégories de germes. La première catégorie, c'est les virus. La deuxième catégorie, c'est les bactéries. En fait, il y en a même 4 des catégories. La troisième catégorie, ce sont les champignons. Et la dernière catégorie, ce sont les parasites. Le paludisme est induit par la transmission par l'anophèle femelle d'un germe qu'on appelle Plasmodium falciparum. Mais en fait, ce n'est pas le seul germe. Il y en a 5 au total. Il y a le Plasmodium vivax, il y a le Plasmodium ovale. Bon, on ne va pas trop entrer là-dedans. Ça, c'est un cours de médecine. Mais il faut comprendre que le paludisme n'est ni un virus, ni une bactérie, ni un champignon. C'est un parasite. Ce qui veut dire quoi? Un parasite n'a pas vocation à pousser l'organisme à développer des cellules immunitaires mémoire qui pourraient aider éventuellement plus tard à lutter contre cette maladie. C'est les germes qui font en sorte que le système immunitaire développe des cellules mémoire qui pourraient aider par la suite à lutter contre cette même maladie, ce sont les virus et les bactéries. Donc, le paludisme ne peut pas pousser l'immunité à développer des cellules qui pourraient protéger contre l'incidence plus tard d'un autre épisode d'un autre épisode de paludisme. Ce qui se passe dans le cadre des gens qui ne font plus du paludisme, c'est que ils se sont déplacés d'une zone endémique. C'est-à-dire que la zone endémique est une zone dans laquelle il y a une très forte population d'agents vecteurs de la maladie. L'Afrique est une zone endémique du paludisme parce qu'en Afrique, il y a beaucoup d'anophèles femelles qui transmettent la maladie. En Occident, il y a quasiment plus d'anophèles femelles. C'est pourquoi là-bas, la réserve parasitaire de ceux qui vivaient en Afrique au départ devient complètement nulle. Leur réserve parasitaire étant nulle, ils ne peuvent plus faire du paludisme. Ce n'est pas que leur système immunitaire est devenu plus fort. Non, absolument pas. C'est qu'ils ont une réserve parasitaire nulle. Cette réserve parasitaire, c'est celle que justement on regarde en général en faisant la goutte épaisse d'un patient. On fait la goutte épaisse d'un patient. Ce qu'on va trouver à l'intérieur, c'est un chiffre. On va dire, par exemple, tu as 300 trophozoïdes dans le sang. On va dire, par exemple, pour toi, par exemple, Franck Ebele, tu as 300 trophozoïdes dans le sang. En fait, pour moi, on va peut-être trouver 1500 trophozoïdes. Moi qui vis en zone endémique où il y a beaucoup d'anophèles femelles qui peuvent transmettre la maladie, avec 1500 trophozoïdes, je peux être bien portant. Mais toi qui vis en zone non endémique, c'est-à-dire une zone où il n'y a pas la maladie, tu peux faire du paludisme simple, voire même du paludisme grave avec tes 350 trophozoïdes, tout simplement parce que tu es dans une zone non endémique dont ta charge parasitaire était nulle au moment où tu es revenu dans la zone endémique. Je ne sais pas si tu vois un petit peu ce que je veux dire. Oui, Quand tu reviens dans la zone endémique, automatiquement, dès la moindre piqûre d'un agent vecteur, automatiquement, ta charge parasitaire qui était nulle bondit très rapidement. Et comme ton organisme n'était plus habitué à ce qu'il y ait la présence de cette charge parasitaire dans le sang, automatiquement, tu vas développer les signes et symptômes d'un paludisme non plus simple, mais grave. C'est ce qui arrive à beaucoup de gens qui viennent de l'Occident pour l'Afrique. Ils rentrent parfois avec des signes très forts du paludisme grave. Ils sont parfois hospitalisés et tout. Donc, c'est un petit peu ça. Oui, je comprends mieux. Mais en fait, ma question, c'était pas juste par rapport au paludisme. C'était par rapport même à d'autres maladies qu'on retrouve en Europe, par exemple, comme la grippe. Effectivement, Que effectivement. notre système immunitaire soit beaucoup plus
préparés à résister à ces maladies. À résister à la maladie. Mais le souci est le suivant. Il faut comprendre la notion de souche de maladie. Je dis ça pourquoi? Parce que tu peux aujourd'hui faire une grippe à une souche, je vais dire n'importe quoi, d'influenza qui est le germe qui donne la grippe, en fait. Un nombre incalculable de souches de ces maladies. Tu peux aujourd'hui faire cette maladie et ton organisme va développer des cellules qui pourraient lutter éventuellement demain contre cette maladie. Ça va faire en sorte que si demain tu es infecté par le même germe, tu ne feras pas la maladie. Mais si c'est une autre souche de la grippe qui t'infecte, automatiquement, tu vas faire une nouvelle grippe. Mais ce ne sera pas ce sera une grippe, mais pas au même germe auquel ton organisme est déjà suffisamment résistant. Je ne sais pas si tu vois un peu le distinguo. Ouais, Donc, oui, il y a des maladies qui induisent le développement ou la création par le système immunitaire de cellules qui sont censées lutter plus tard justement contre l'incidence nouvelle de ces mêmes maladies. C'est le cas par exemple avec la varicelle et d'autres maladies. C'est pourquoi vous voyez, en général, on fait la varicelle une seule fois dans la vie. Quand tu as fait la varicelle, ton organisme développe des lymphocytes mémoire qui demain vont lutter contre toute autre infection par le virus de la varicelle en fait. Donc c'est un petit peu ça. D'accord. Je comprends mieux. Je suis beaucoup plus éclairé maintenant. Il y a beaucoup de choses que j'ai fini par comprendre ce soir. Merci beaucoup, Dr Kevin. Il n'y a pas d'autres véritables réactions. Là, j'ai Gattuso qui dit vraiment, Dr Kevin, c'est très instructif. Voilà, c'est la dernière réaction. D'accord, donc il n'y a pas de quoi. Donc, avant qu'on se dise au revoir, je ne sais pas, moi je suis très friand des pages publicitaires. Je ne sais pas si on peut encore avoir un petit gâteau publicitaire là. Oui, oui, bien sûr, bien entendu. Allez, c'est parti. Les enfants encore dit que je... Carrefour de Pingis Night Club présente la nuit de l'élégance, acte 2, samedi 29 avril 2023 à partir de 20h. Avec 12 artistes, Chris M, à chacun sa chance. À chacun sa chance. Et Mix, le Garla LA. Le gars, elle est ma chose. Prévente 25 €. 25 €. Vente 40 €. Attention, 300 places limitées. Les tickets sont disponibles au carrefour des Benguistes. Sur la platine, DJ West, DJ Boris Montana et DJ Dosno. Info et Reza 00 324 93 28 49 60. La sécurité est garantie avec 12 artistes, Chris M et Minx du Camer. Salle Art et Déco Event, Boulevard Paul Jenson 5, 6000 Charleroi, Belgique. D'accord. Donc, je remercie déjà tous ceux qui ont daigné nous accorder un petit peu de temps ce soir, parce que je sais qu'il y en a parmi vous qui travaillent, parmi vous qui fréquentent. Donc, ce fut un plaisir de partager ce petit gâteau de santé avec vous ce soir, parce qu'on parlait ce soir effectivement du paludisme et de la fièvre, de la différence entre le paludisme et la fièvre, de ce qu'est le paludisme, quels sont les signes et symptômes du paludisme, et enfin, comment reconnaître le paludisme en terminant par la prise en charge du paludisme. J'espère qu'au sortir de cette édition de Santé Hebdo, vous ne direz plus que vous faites du palu, mais plutôt que vous faites de la fièvre, et que quand vous ferez de la fièvre, vous irez en milieu hospitalier, histoire de faire des examens afin de savoir de quelle maladie il est réellement question, parce que toute fièvre n'est pas palu, et tout palu ne donne pas de la fièvre. C'est important de le savoir. J'espère que j'ai couvert un petit peu toutes les zones d'ombre des uns et des autres, notamment le promoteur du Diaspocam TV qui était très intéressé ce soir par le sujet du paludisme. J'espère que vous serez toujours autant nombreux la semaine prochaine pour la quatrième édition de Santé Hebdo. La semaine prochaine, on va parler d'un sujet très intéressant qui, j'espère, va attirer beaucoup de foule. Ce sujet très intéressant, ce sont les troubles érectiles chez l'homme. L'impuissance, tout simplement. On va parler de ça la semaine prochaine. Vous allez comprendre. Je suis qu'il y aura plein de monde. Vous allez comprendre pourquoi vos crayons n'écrivent plus ou encore n'écrivent plus bien. Et on va proposer des solutions justement à ces petits soucis-là. Et je vous invite, pour ceux qui n'ont pas bien compris ou encore qui n'ont pas été là quand on en parlait un petit peu plus tôt, à vous rapprocher du standard de Diaspocam TV, parce que je vous l'ai dit, par le biais de Diaspocam TV, vous avez la possibilité désormais de bénéficier de jusqu'à moins 70% sur la quasi-totalité des examens biologiques que vous pourrez faire auprès d'une structure sanitaire localisée dans la ville de Douala, précisément à Bonamoussadi. Donc, sans plus tarder, encore une fois, je vous remercie à tous pour votre aimable attention.
Je vous dirais toujours de sortir couvert parce que les IST sont de plus en plus nombreuses dehors, les troubles de la fertilité tout autant. Et on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour parler de justement pourquoi les crayons de vos hommes n'écrivent plus ou n'écrivent plus bien. On va parler des dysfonctions érectiles. Donc, merci à tous pour votre attention et se donne rendez-vous la semaine prochaine à 20h tapante sur Diaspora Cam TV, la télévision de la culture camerounaise pour la diaspora et pour les Camerounais. Bonsoir à tous. Les enfants encore dit que je... Carrefour de Pingis Night Club présente la nuit de l'élégance, acte 2, samedi 29 avril 2023 à partir de 20h. Avec 12 artistes, Chris M, à chacun sa chance. À chacun sa chance. Et Mix, le Garla LA. Le gars, elle est ma chose. Prévente 25 €. Vente 40 €. Attention, 300 places limitées. Les tickets sont disponibles au carrefour des Benguistes. Sur la platine, DJ West, DJ Boris Montana et DJ Dosno. Info et Reza 00 324 93 28 49 60. La sécurité est garantie avec 12 artistes, Chris M et Minx du Camer. Salle Art et Déco Event, Boulevard Paul Jenson 5, 6000 Charleroi, Belgique.